Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Alors, 16h33 avec nous en visuel, Monsieur Martin Vaillancourt, directeur général, du regroupement national des conseils régionaux de l'environnement. Monsieur Vaillancourt, comment ça va? Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Merci de m'accueillir chez vous. Oui, Monsieur Vaillancourt, dites-nous, qu'est-ce que c'est que ce regroupement national des conseils régionaux de l'environnement? Un beau nom, ça là. C'est un nom qui règle tous les problèmes environnementaux, hein? Malheureusement, on ne les règle pas tous, mais on essaie du moins. Le regroupement, comme son nom l'indique, là, c'est l'organisme qui coordonne, qui chapeaute les conseils régionaux en environnement, qui, eux, sont situés partout au Québec, donc dans 16 régions administratives au Québec. Le plus vieux, enfin, le premier conseil régional en environnement au Québec a pris forme il y a 45 ans. Et au fil du temps, le réseau s'est consolidé. On est d'abord des organisations de concertation, donc on travaille avec les acteurs régionaux, principalement les municipalités, les villes, mais aussi avec le secteur agricole, les représentants de la forêt, avec les entreprises sur le territoire, avec les groupes environnementaux locaux aussi, là, les groupes citoyens qui cherchent à faire bouger les choses. Et vous êtes souvent en opposition avec les décisions gouvernementales? Non, on n'est pas un groupe militant. On est un groupe qui collabore généralement à mettre en œuvre les politiques gouvernementales, à essayer de faire en sorte que les choses bougent sur le terrain. Donc, on est des acteurs de changement. On est parfois critique par rapport aux positions gouvernementales. On a d'ailleurs, dans notre mandat, on a le devoir de produire des avis, de participer aux consultations publiques pour exprimer le point de vue des régions sur les différents projets qui touchent l'environnement. Mais on est d'abord dans une approche de solution. Donc, on cherche à faire en sorte que les projets soient de meilleure qualité et que les milieux naturels là, soient protégés lorsqu'il y a des développements, par exemple. Et quand vous parlez de mandat, c'est le mandat que vous vous êtes donné comme institution ou alors c'est un mandat que le gouvernement vous a donné juste pour savoir si vous êtes municipal, paramunicipal, gouvernemental à quelque part, hein? Ouais, on est vraiment en périphérie, là. Il y a maintenant ça fait 30 ans que le gouvernement du Québec reconnaît l'action des conseils régionaux en environnement et qui supporte leur action là, en finançant là, la mission, c'est-à-dire on reçoit un financement de l'État pour être en mesure justement d'accompagner les acteurs sur le terrain, de produire des avis, mais aussi de dénoncer parfois des situations, là, donc d'interpeller le ministre de l'Environnement sur certains enjeux qui méritent son attention. Vous estimez être suffisamment indépendant, avoir suffisamment de recul par rapport à l'action gouvernementale pour y aller de recommandations telles que vous les sentez toujours dans le meilleur intérêt de l'environnement, de la biodiversité en général? Oui, absolument. Les conseils régionaux de l'environnement ont tous des conseils d'administration formés à peu près à part égale là, de représentants des groupes locaux en environnement et d'autres participants là, de la société civile dans chacune des régions du Québec. Donc, c'est des organismes indépendants et autonomes. Et ces organisations-là travaillent là, en fonction de leurs priorités à eux.
Et bien sûr, dans certains cas, là, on peut être très critique. Puis dans d'autres cas, on est aussi des agents là, facilitateurs là, pour faire en sorte que les municipalités, que les MRC là, puissent se doter des bons outils. Nous allons regarder le budget qui a été présenté il y a 2 jours. Mais avant, dites-nous, qu'est-ce qui a changé? Mais avant, concurremment, on va regarder ça et pour nous dire qu'est-ce qui a changé par rapport à il y a 30 ans, lorsqu'il y avait un budget qui était présenté par rapport à l'environnement, parce que l'environnement, c'était l'enfant, comment, adultérin je ne sais pas s'il était adultérin, mais c'était l'enfant pauvre. On dira pas l'enfant de chien, bon, mais l'environnement n'avait pas de valeur. Et cette fois-ci, au dernier budget, il semble que le groupe auquel vous appartenez trouve qu'il y a un peu de substance pour l'environnement. Oui, disons, du strict point de vue environnemental, c'est un budget qui est fort intéressant. D'abord, il y a le gouvernement du Québec là, a pris des engagements lors de la conférence sur la biodiversité qui s'est tenue à Montréal là, en décembre dernier. À ce moment-là, il a annoncé 2 choses. La création d'un fonds bleu, donc qui allait travailler à la protection de l'eau au Québec. Et également, là, il s'engageait à mettre en place un plan de nature. Donc ça, on savait que le gouvernement désirait aller dans ce sens-là. Le plan nature, là, c'est pour que le Québec rencontre là, ses engagements en matière de conservation du territoire d'ici 2030. Et dans le budget qui a été dévoilé là, mardi, il y a justement des sommes importantes qui sont allouées à ces 2 grands engagements-là. Donc, 500 millions dans le fonds bleu et un peu moins de 500 millions, là, 440 quelques là, dans le plan nature. Donc, c'est beaucoup d'argent pour le secteur environnemental. Est-ce que ça répond à l'ensemble des besoins? La réponse, c'est non, mais c'est un pas dans la bonne direction, assurément. Donc, et moi, dans les entrevues que je fais souvent avec des défenseurs, des groupes défenseurs de l'environnement, on semble toujours comprendre que le problème de l'environnement n'est pas nécessairement un problème de sous d'argent, mais davantage de comportement par rapport à l'environnement. Est-ce que c'est votre avis aussi? Disons, quand on réfère au comportement, on parle souvent du comportement des individus. Donc, il y a en effet encore beaucoup de sensibilisation et d'éducation à faire pour que chaque citoyen québécois prenne davantage de responsabilités face à ses propres choix qui vont avoir un impact ou qui pourraient avoir moins d'impact sur l'environnement, mais de laisser uniquement la responsabilité des actions environnementales sur le dos des citoyens, c'est faire une erreur parce que les institutions et les entreprises ont aussi un très grand rôle à jouer pour améliorer l'environnement. Donc, le gouvernement se doit d'être exemplaire. Les institutions apparentées, là, donc la fonction publique en général, doit montrer qu'elle fait des choix sensés et cohérents avec les politiques environnementales, les municipalités également. Et là, pour les municipalités, parfois, les moyens manquent et les moyens financiers. Donc, pour avoir de l'eau de qualité, il faut des usines de traitement des eaux modernisées, etc., etc. Donc, les coûts pour les solutions en infrastructure, eux, ne sont pas nécessairement au rendez-vous. Et les coûts aussi engendrés par la protection des milieux naturels, parce que actuellement, une ville qui décide de réserver des espaces boisés ou, par exemple, un ancien golf pour en faire un espace naturel accessible à tous,
souvent, les propriétaires vont demander à être achetés et à être achetés à des coûts du marché. Donc, les municipalités n'ont pas nécessairement ces sommes-là disponibles pour créer des espaces naturels. Donc, Donc, il dans faut des aussi... circonstances comme ça, l'argent a une importance et c'est là Exact. qu'on demande au gouvernement de mettre la main à la patte, en tout cas dans ses poches pour intervenir et faciliter effectivement des prises de décision dans le sens de la protection de l'environnement. Tout à fait. Donc, de permettre ça à ce que les acteurs municipaux aient davantage de moyens pour passer à l'action. Hmm. Ceci dit, plusieurs passent déjà à l'action avec les moyens qu'ils ont, et c'est tant mieux. L'idée, c'est toujours à quel rythme souhaite-t-on aller. Hmm. Les enjeux liés à la biodiversité, à la crise climatique, exigent qu'on accélère le rythme des actions environnementales. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'on a le choix d'aller vraiment à pas vraiment rapide, mais très rapide pour ne pas dire à pas de course? Parce que on parlait d'eau tout à l'heure, je n'aurais jamais cru que nous pourrions être au Canada, au Québec, menacés de manquer d'eau. À un moment donné, est-ce qu'on est suffisamment sensibilisé au fait que l'eau ne soit pas intarissable, même au Québec? Et c'est là où on dit peut-être que c'est pas toujours l'argent, mais à un moment donné, il faut qu'on me sensibilise d'arrêter de prendre 2 bains par jour, là. La, c'est ça, c'est toujours un équilibre entre les choix personnels, mais aussi des questions d'aménagement du territoire. Il y a, il y a des en fait, c'est pas tous les parcs industriels qui ont accès aux mêmes quantités d'eau. Donc, le choix de placer une usine qui est grande consommatrice dans un parc en particulier, ça devrait relever d'un plan d'ensemble. Donc, il y a de plus en plus de municipalités dans la vallée du Saint-Laurent qui voient leur accès à l'eau diminuer grandement en été parce que les usages de l'eau sont multiples, là, que ce soit pour l'agriculture, pour la production agroalimentaire, pour la consommation humaine, bien sûr. Là. Donc, c'est toujours des problèmes complexes, les problèmes environnementaux, mais on a souvent besoin d'avoir une vue d'ensemble pour faire des choix éclairés. Et parfois, cette vue d'ensemble-là manque un peu. Parce que la C'est ce qu'on connaissance appelle la du terrain, vision, n'est-ce pas? oui, mais parfois, c'est aussi la donnée scientifique qui n'est pas toujours disponible. La connaissance des aquifères, c'est-à-dire l'ensemble des eaux souterraines au Québec, là, où on pompe une partie de notre eau, est loin d'être parfaite. Il y a, bien sûr, ces études-là se poursuivent continuellement. On est toujours à la recherche là, de nouvelles sources d'eau ou de mieux comprendre les masses d'eau souterraines. Mais les choix qu'on a pu faire par le passé ont des impacts aujourd'hui, bien sûr. Mais comment se Et fait-il qu'on ne soit pas suffisamment sensibilisé à cette question-là, si on reste un moment là-dessus, malgré qu'on voit qu'ailleurs, dans certains pays d'Afrique, du Moyen-Orient, mais c'est la sécheresse et on est obligé de composer avec enfin d'autres éléments pour trouver cette eau, cette denrée rare qui a une valeur supérieure au pétrole, n'est-ce pas, qu'on sait très cher. Alors, je pense que ça devrait nous sensibiliser d'une certaine manière. Hein? oui, puis en fait, vous l'avez dit il y a quelques secondes, là, on n'aurait jamais imaginé ça au Canada ou au Québec. L'abondance de l'eau dans les multiples lacs et rivières. Et on a toujours travaillé par le passé en se disant qu'il en manquerait jamais. Mais dans les faits, c'est pas le cas. Là où on est situé, c'est-à-dire dans la vallée du Saint-Laurent, la consommation est importante. Donc, il faut apprendre à changer notre culture face à cette abondance de l'eau et trouver des façons
de réduire ou d'augmenter l'efficacité dans notre consommation. Donc, d'éviter à tout prix le gaspillage, de rénover les réseaux d'aqueducs au besoin, de traiter l'ensemble de l'eau qu'on utilise, qu'on a utilisée, pour qu'elle puisse être réutilisée par quelqu'un d'autre par la suite. Et on commence à prendre conscience de la valeur de l'eau. C'est bête à dire, on est probablement la nation la mieux pourvue en eau douce lorsqu'on regarde l'ensemble sur le territoire, l'ensemble de la présence de l'eau. Mais sur cet enjeu-là de l'eau, peut-être qu'on n'est pas en retard, mais il faut savoir s'y prendre tôt, suffisamment tôt, pour empêcher des catastrophes, parce que oui, l'eau peut être une source de guerre, n'est-ce pas? S'il en vient à manquer de l'eau, comme il en manque déjà sur certains continents, ça peut être vraiment une source de guerre entre les peuples, n'est-ce pas? Parce qu'on a déjà vu des films de science-fiction dans ce sens-là. Ça peut se réaliser un jour pour vrai dans le vrai monde, là. C'est sûr que l'eau est une ressource essentielle à la vie et à la société en général. Puis à partir du moment où la qualité ou la quantité baisse, il va y avoir des tensions. Dans notre cas, à nous, je pense qu'il faut maintenir l'idée de la qualité, donc d'être capable de réutiliser ou de recycler l'eau usée pour en faire de l'eau potable, parce qu'en termes de quantité, on devrait en avoir encore longtemps, mais il faut la protéger, cette eau-là, parce que d'autres aussi peuvent en dépendre. Martin Vaillancourt, on n'est jamais assez préparé. Oui, vous donnez une bonne note à ce budget en regard de l'environnement, mais vous devez aussi, parce que vous avez ce recul que le gouvernement n'a pas, c'est pas vous, il est toujours préférable de ne pas être je ne sais pas, le chef d'orchestre, comme ça, on peut dire, s'il fait telle note ou s'il avait fait telle note, la musique aurait été mieux. Pourrait donc conseiller le gouvernement d'aller dans tel sens pour toujours protéger notre biodiversité. Pour vous, comme dernière question, dans quel sens vous voudriez orienter le gouvernement par rapport à la biodiversité, un sens que le gouvernement doit avoir à cœur pour pouvoir justement nous assurer de la protection de notre biodiversité au Québec? Dans les dernières années, il y a eu énormément de projets de conservation des territoires et de la biodiversité qui se sont faits dans le nord du Québec, parce que la population est moins dense, les territoires sont vastes, les projets étaient peut-être plus simples à attacher sur ces territoires-là. Ça nous a permis de rencontrer un certain nombre d'engagements internationaux en termes de superficie. Par contre, la biodiversité au sud du Québec, elle est riche et elle doit être également protégée. Donc, au cours des prochaines années, il faut mettre un effort, il faut accentuer l'effort au sud pour être en mesure d'arriver à trouver une façon de conserver ces territoires-là et les espèces qui y vivent. Donc ça, c'est un défi et c'est complexe parce que le territoire est habité, parce que le territoire, il est privé en grande partie. Donc, il va falloir trouver une manière de concilier les usages pour respecter les habitats et les espèces au sud également. Et c'est, je pense, le défi du gouvernement là, pour les 4 ou 5 prochaines années, d'arriver à faire des gains significatifs dans la vallée du Saint-Laurent en termes de conservation. Permettez-moi une dernière. Le territoire du Québec est vaste. Vous parlez de territoire habité versus ce territoire non habité. Il y a quand même énormément de ressources dans le territoire inhabité. Oui, il y a énormément de ressources, mais lorsque le gouvernement du Québec, là, dans son plan Nord,
qui visait à développer ces ressources-là, a également intégré des mesures de protection qui visent à protéger 50% du territoire touché par le plan Nord. Donc, il y a dans cet esprit-là un équilibre entre le développement de certaines ressources minières, forestières ou autres, et la conservation qui est nécessaire. Donc, dans l'esprit, là, le plan, en fait, le plan était intéressant. Martin Vaillancourt, directeur général du regroupement national des conseils régionaux de l'environnement. Un gros beau nom, mesdames, messieurs, qui nous incite à dire qu'effectivement, il y en a qui regardent, sans faire trop de bruit en plus, hein, qui regardent à protéger notre environnement. Merci beaucoup, M. Vaillancourt, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.